On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du lancement du réseau montérégienne d'influence dans lequel est impliqué ici même le Centre de femmes du Haut-Richelieu. Puis en plus, on va parler de l'événement qui se tient dimanche, le 8 mars, la Journée internationale des femmes. Il y a un événement au Cabaret Théâtre à 14 h. Donc, on en parle avec Mme Marcotte. Mais d'abord, parlons de politique fédérale. Il ne sollicite pas de nouveaux mandats, mais il est toujours le député très actif du comté de Saint-Jean à la Chambre des communes. Et j'ai nommé Tariq Brahimi. Un petit saut maintenant du côté d'Ottawa, la Chambre des communes qui vit, dans le fond, ces dernières semaines, ces derniers mois avant les élections générales qui auront lieu fort possiblement et fort probablement l'automne prochain, au mois d'octobre. Avec nous, le député de Saint-Jean à la Chambre des communes, Tariq Brahimi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Les élections, c'est à l'automne. Ah oui, moi, j'en ai jamais... douté. J'en ai jamais douté, puis... Il y a un certain nombre de paramètres qui nous laissent penser que ce sera le 19 octobre, comme prévu dans la loi. Bon. Vous-même, vous avez pris la décision donc de ne pas solliciter de mandat l'automne prochain. Peut-être juste nous rappeler cette décision-là. Ah, c'est vraiment une décision qui est due à ma santé. J'ai eu des problèmes cardiaques depuis 2012 et qui se sont aggravés. Donc, j'ai eu plusieurs interventions. Et récemment, jusqu'à la dernière qui était au mois d'août, donc, j'ai eu un quadruple pontage. Même si c'est une opération qui était planifiée justement pour que je puisse revenir à la Chambre des communes le 15 septembre, justement, je n'ai manqué aucun vote à cause de cette opération. Donc ça, je suis très satisfait de ça. Mais ça reste que c'est quand même une condition cardiaque qui est assez sérieuse. Et je pense que c'est la bonne chose pour moi de ne pas tirer sur l'élastique. Vous me semblez quand même en bonne forme devant nous ici, présent. Est-ce que c'est par prudence, parce qu'en même temps, le travail de député, c'est beaucoup de déplacements, c'est des longues heures. Est-ce que effectivement c'est la prudence qui vous a guidé dans cette décision de ne pas solliciter de nouveaux mandats, malgré le fait que vous êtes comme refait à neuf, là, si on veut? Oui, je pense que la technologie actuellement, on est arrivé à un niveau, un niveau de technologie médicale et des techniques opératoires qui sont du jamais vu. Et c'est sûr que c'est quelque chose d'impressionnant, mais d'un autre côté, il faut quand même il faut être conscient de la difficulté de ce travail-là. C'est un travail qui est très prenant. Et je me souviens, vous avez reçu Julie Labrec il y a quelques mois et vous lui avez demandé justement avec des jeunes enfants quelques mois là, d'être candidate. C'était vraiment quelque chose de difficile, à mon avis, pour elle. Enfin, et je pense qu'elle ne le sait probablement pas, mais je pense qu'on lui a fait un cadeau. Les militants du Parti libéral lui ont fait un cadeau en ne l'investissant pas, parce que c'est tout un challenge et c'est très difficile au niveau de la fatigue, au niveau des déplacements, au niveau de... Est-ce qu'il n'y a pas, par contre, du côté, même si la prudence vous a guidé dans votre choix, est-ce qu'il n'y a pas sur le plan professionnel une certaine déception? Parce que, dans le fond, vous avez été élu il y a un peu plus de 3 ans. Et effectivement, quand on regarde la carte électorale, on regarde les sondages, les députés du NPD au Québec ont encore de très, très bonnes chances d'être réélus aux prochaines élections. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un petit pincement au cœur? Je ne veux pas faire un mauvais jeu de mots, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit pincement au cœur de dire, bien, j'aurais souhaité continuer, mais... Non, je pense qu'il faut savoir être raisonnable dans la vie et il faut savoir justement prendre les bonnes décisions. Et il y a des décisions qui sont difficiles à prendre, mais qui... objectivement, sur un plan purement médical, ne serait pas une bonne décision. Et donc, je pense que c'est la raison. Je suis quelqu'un de rationnel et de raisonnable. Et mon côté rationnel me dit de ne pas tenter le diable. Bon, évidemment, le NPD donc, a déjà un nouveau candidat dans le comté, Hans Marotte, qu'on a reçu d'ailleurs à 2 reprises. Mais pendant ce temps-là, les travaux de la Chambre des communes se continuent. Le contexte géopolitique mondial est toujours, évidemment, très, très, très évolutif. Au-delà de la joute politique, elle, qui va s'exercer jusqu'à l'élection, quels sont les dossiers importants que traitent actuellement nos députés à Ottawa et vous-même dans l'opposition officielle? Je pense qu'en 2014, on a eu un mois d'octobre qui était vraiment exceptionnel.
parce qu'il y a eu les 2 attentats que moi je qualifie d'attentats suicides et non pas d'attentats terroristes parce que... Il y a une nuance pour vous? Oui, il y a une nuance. Il y a une nuance parce que lorsqu'on parle d'attentats terroristes, on parle de groupes qui sont organisés, qui sont financés, qui sont entraînés avec des personnes qui sont sélectionnées pour, justement, sont organisées, sont financées, sont entraînés et avec un objectif, alors que dans les 2 cas qu'on a vus ici à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Ottawa, manifestement, ce sont des gens qui ont improvisé, donc qui n'étaient pas financés par une organisation internationale extérieure. Des loups solitaires. C'est ce qu'on appelle, voilà, des loups solitaires. Est-ce qu'on parle davantage à ce moment-là d'attentats suicides, mais à inspiration terroriste ou à inspiration quelque chose? Moi, je pense que c'est plus un problème de santé mentale dans les 2 cas. Et je pense que ces personnes auraient pu commettre des attentats en étant motivés par autre chose qui les mettait mal à l'aise. Ils auraient pu, je ne sais pas, prendre, je sais pas, la cause de la maltraitance aux animaux, par exemple, et puis rentrer dans un abattoir et tuer tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au-delà des loups solitaires ou des attentats que vous qualifiez de la façon suivante, est-ce que le Parlement, nos députés, l'opposition officielle est quand même, je dirais, inquiète du contexte mondial où il y a une montée de l'islam radical en ce moment? Il y a l'État islamique qui fait des ravages. Le Canada y est présent, d'ailleurs. Il ne reste pas tout le monde qui a la même opinion sur ce que le Canada devrait faire ou ne pas faire. Comment le Canada doit-il réagir face à cette menace? Bien, je pense que le défi, c'est d'être vigilant sans être paranoïaque. C'est-à-dire qu'il faut être vigilant, il faut regarder quelles sont les menaces réelles. Et à partir de là, on ne peut pas tout prévoir. Et le meilleur exemple, c'est que M. Couture-Rouleau, qui lui a fait l'attentat de Saint-Jean-sur-Richelieu, il avait été suivi par la GRC. Il a été rencontré par la GRC, il a été évalué par la GRC, et après plusieurs rencontres, ils ont tiré la conclusion ils ont fermé son dossier parce qu'il ne représentait plus un danger pour la société. Donc, même quelqu'un qui est passé dans les bureaux de la GRC, qui a été interrogé, qui a été suivi, on a suivi ses parents, enfin, on a parlé avec ses parents, on a parlé avec des gens qu'il fréquentait. Malgré cette évaluation-là qui a été faite par la GRC, la conclusion qu'ils ont tirée était qu'il n'était plus dangereux pour la société. Et pourtant, quelques semaines plus tard, il faisait un attentat qui, à mon avis, était plus de l'improvisation qu'une action planifiée, organisée, financée, entraînée. Vous voyez ce que je veux dire? Comment avez-vous vous-même vécu cette journée-là à Ottawa? Bien, c'était 2 jours après, donc il y avait déjà cette inquiétude. Donc l'attentat de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'était le 20 octobre. 2 jours plus tard, à Ottawa, il y a ce qu'on appelle la réunion du caucus. Et il y a, en fait, à Ottawa, il y a 2 caucus qui se déroulent. Les caucus se déroulent en même temps, mais en face, les 2 salles, donc il y a le Parti conservateur qui est d'un côté et le NPD qui est de l'autre côté, dans une autre salle. Et moi, heureusement, je n'étais pas proche de la porte. J'étais à côté du box des interprètes, donc je n'ai pas été vraiment... même si j'étais dans la même salle, je n'ai pas été à risque d'être blessé, mais il y a eu quand même une balle qui a traversé la porte. Et donc, le fait que la personne qui s'appelle Michael Zeaf-Bibo n'avait pas de plan. Il n'avait pas de plan. Il est arrivé, il tirait dans tous les sens. Et si ça avait été quelqu'un d'organisé, déjà, il aurait su où se trouvaient les ministres et où se trouvait l'opposition. Il aurait eu un plan avec un plan d'action. Donc, c'était très désorganisé. Donc, moi, je ne qualifierais pas ça d'attentat terroriste, même si ça fait peur aux gens, ça terrorise, et c'est toujours effrayant de voir des individus qui sont déséquilibrés puis qui sèment la peur autour d'eux. Mais ce n'est pas comparable, par exemple, à ce qui s'est passé, l'attentat de Charlie Hebdo en France, où là, on avait affaire à des personnes qui étaient organisées, qui avaient été envoyées au Yémen, qui ont été formées au Yémen, qui ont été financées par une organisation yéménite et qui avaient un objectif qui était de revenir en France, de planifier un attentat et de le perpétrer. Outre, évidemment, ces menaces ou ces enjeux de sécurité nationale, vous faites référence aux événements d'octobre, évidemment,
Depuis le retour des fêtes maintenant et jusqu'aux élections là, qui s'en viennent l'automne prochain, quels sont les principaux enjeux auxquels l'opposition officielle travaille en ce moment? Bien, dans la même continuation, il y a l'intervention des forces canadiennes en Irak. Vous savez qu'au mois d'octobre, et c'est pour ça que je dis le mois d'octobre a été un mois exceptionnel, il s'est passé plein de choses au mois d'octobre. Au début du mois d'octobre, le Parlement a été amené à voter sur l'intervention de l'opération Impact, qui est l'opération des forces canadiennes en Irak. Et donc, ce sont principalement des forces qui sont stationnées au Koweït et des forces de l'armée de l'air, en fait, qui bombardent des cibles qui sont en Irak. Le problème, c'est que dans ce qui a été présenté au Parlement, il n'y avait pas l'intervention à terre, sur le sol. Okay? Donc, c'était uniquement des frappes aériennes. Déjà, nous, le NPD, on a voté contre parce que ça ne résoudra pas la problématique qui est vraiment une problématique sur le terrain. Mais malgré ça, le gouvernement a envoyé des forces spéciales pour faire du repérage de cibles et donc faire des actions sur le terrain, alors qu'il disait au Parlement qu'il n'y aurait pas d'intervention des forces canadiennes sur le terrain. Évidemment, quand les forces spéciales se déplacent, ce n'est pas pour faire de la formation. Et c'est pourtant ce qu'a dit le gouvernement. Donc là, c'est une mission dont la durée est de 6 mois. Le mandat qui a été donné par le Parlement est un mandat de 6 mois. Donc ça veut dire qu'au mois de mars, on va avoir de nouveau la même question qui va être posée au Parlement. Déjà, donc, il va falloir qu'on étudie cette motion. Quelles vont être les actions des forces canadiennes à l'extérieur? Et ensuite, quelle va être la durée? Et surtout, est-ce que le gouvernement va demander une mission pour intervenir en Syrie? Parce qu'actuellement, les forces canadiennes ne peuvent pas légalement faire des bombardements en Syrie. Donc là, il y a une implication des forces canadiennes qui a un résultat qui est directement impacte les Canadiens. Croyez-vous que ce contexte va principalement, disons, occulter les prochaines semaines, les prochains mois des travaux de la Chambre des communes, ou s'il y a d'autres enjeux où on est en année électorale et ça devient un peu difficile de planifier des trucs à long terme, mis à part le budget? Là? Non, moi je pense que, étant donné qu'on est en année électorale, l'économie ne va pas très bien. Les créations d'emplois sont bien inférieures à ce que le gouvernement prétend. Et moi, ce que je pense, c'est que le gouvernement est en train d'utiliser ces enjeux de peur, ces enjeux sécuritaires pour masquer le fait que l'économie ne va pas bien, entre autres parce que le gouvernement conservateur, depuis des années, met tous ses œufs dans le même panier qui est les ressources naturelles, et principalement l'Alberta et les provinces des prairies. Alors, c'est une façon assez facile de masquer les vrais problèmes économiques qui sont en train de se dessiner dans un avenir proche, et justement de jouer sur cette peur-là, et surtout avec des législations comme C-44 sur le rôle du SCRS, et la nouvelle législation C-51 qui est en train d'être étudiée. Donc, on voit qu'il y a une dérive de ce gouvernement-là qui, justement, pour masquer les enjeux économiques, utilise des enjeux de sécurité nationale. En terminant, d'ici la fin de votre présent mandat, est-ce que localement, dans le comté fédéral de Saint-Jean, est-ce qu'il y a des dossiers particuliers ou des enjeux particuliers que vous souhaitez régler avant de terminer? Non, je pense qu'on ne pourra pas régler les enjeux d'ici les élections, mais il y a, à mon avis, un des enjeux principaux, c'est le pont Champlain. Ouais. Et c'est quelque chose que le gouvernement nous présente depuis bien avant 2011 même. Et ça, c'est un enjeu qui est très important pour les gens ici dans la circonscription parce que beaucoup travaillent à Montréal et que le fait de mettre un péage sur le pont Champlain alors qu'il n'y en a jamais eu, ça déséquilibrerait toute la circulation et justement, ça changerait les flux automobiles et ça impacterait directement les gens de la circonscription ici. M. Bramy, on va vous souhaiter une bonne fin de mandat. Merci. Longue vie, bonne santé. Oui, merci, c'est gentil. Un retour à votre emploi précédent, quoi, c'est Statistique Canada? Ou... Oui, ben, ouais. C'est une des possibilités, mais je n'ai pas encore pris de décision à ce niveau-là. Salutations. Merci. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle des montérégiennes d'influence.
divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, jeudi, 19h. Parlons du lancement du réseau Montérégienne d'influence, un réseau pour accroître la présence des femmes dans les lieux décisionnels. Pour en discuter, Pierrette Marcotte du Centre de femmes du Haut-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Parlez-nous un peu de la mise en place, de la naissance de ce réseau qu'on appelle les Montérégiennes d'influence. Bien, en fait, c'est un réseau qui s'incube depuis plusieurs années, en fait. Nous, ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, le Centre de femmes avait, dans les années 2008-2010, déjà fait une étude sur la place des femmes dans les instances. Et par la suite, en développant notre programme de mentorat en gouvernance, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de travailler plus largement que notre propre territoire, ne serait-ce que pour faire le recrutement de diènes mentorales. Souvent, on souhaite avoir des personnes qui ne sont pas sur notre territoire pour des raisons de confidentialité et tout ça. Et on s'est rendu compte aussi, en siégeant sur l'étape de concertation, que le besoin qu'on avait dans notre région était similaire dans l'agglomération Longueuil et dans la vallée du Haut-Saint-Laurent. Donc, il fut un temps où la table de concertation des groupes de femmes de la Montérégie, on se concertait, on faisait des projets, en fait, pour l'ensemble de la Montérégie. Et lors de la création des CRE, ce qui est arrivé, c'est que les territoires étant divisés, chacun, en fait, essayait de répondre à son propre territoire. Puis on sait très bien que les ententes que faisait le gouvernement avec les CRE amenaient un certain financement. Puis, comme le même besoin émergeait dans les trois territoires, on s'est dit, bien, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de sous d'un territoire à l'autre, pourquoi on ne crée pas ce réseau-là pour faire en sorte qu'on partage les ressources entre nous et qu'on ait, en fait, ce qu'on facilite chacun sur notre territoire de la formation, du réseautage, puis aussi les programmes de mentorat dans 3 secteurs. Donc, c'est quelque chose qui est davantage organisé. Ça se faisait de façon quoi? Peut-être plus informelle? C'est ça. Là, vous le voulez de façon plus officielle? On le fait de façon plus officielle. On ne s'est pas incorporé encore. En fait, on a décidé de travailler ensemble à un premier projet de création de portail pour faire l'inventaire. En fait, ce qu'on voudrait créer, c'est une bibliothèque virtuelle de tout ce qui existe sur le territoire de la Montérégie en matière de formation, de programmes de mentorat, puis aussi d'activités de réseautage pour les femmes. Puis on touche 3 volets. On touche la gouvernance, la politique et puis aussi l'entrepreneuriat féminin. Donc, on est 3 promoteurs sur chacun des territoires et à nous 3, en fait, les 2 autres promoteurs, c'est la table de concertation des groupes de femmes qui a son siège social dans l'agglomération Longueuil. Et il y a un autre centre de femmes à la vallée du Haut-Saint-Laurent qui s'appelle Demain de femmes, qui est porteur pour cette région-là. Et c'est adjoint à nous d'autres organisations aussi de la Montérégie qui ont des intérêts communs pour participer à ce projet-là. Quel sera le bénéfice pour les femmes de notre région, ici, là, dans la région du Haut-Richelieu, d'appartenir à ce réseau de Montérégiennes d'influence? Bien, en fait, c'est qu'il y en a à plusieurs niveaux. Comme je dis, au niveau de la formation, c'est qu'il y a souvent des formations qui n'étaient pas accessibles si on n'était pas sur un territoire ou sur un autre, alors que là, c'est ouvert. Les femmes qui veulent suivre des formations ou avoir accès à certains programmes pourront, en fait, y avoir accès plus facilement. C'est sûr que professionnellement aussi, c'est d'étendre son réseau au-delà de sa localité, ce qui fait qui peut être assez aussi, disons, avantageux pour les femmes d'élargir leur réseau. D'autre part, ça va faciliter aussi, comme je vous dis, les services qu'on offre de jumelage. Donc, on mène à la disposition des 3 territoires nos banques de données, tant pour les candidates qui souhaitent siéger sur des instances, que pour aussi les organisations de tout acabit pourront, s'ils le souhaitent, afficher les postes qui sont à combler dans leurs instances. Et on pourra aussi jumeler des candidates potentielles dans ces instances-là à travers tout le réseau.
Parce que là, dans le fond, vous parlez d'un calendrier pour annoncer donc les ateliers, un calendrier commun, j'imagine? Bien, en fait, le portail, outre le fait qu'on va recenser ce qui existe comme service sur le territoire, c'est qu'on va interpeller aussi les partenaires, justement, à afficher leur formation ou leurs activités, de façon à ce que les femmes puissent, si elles le souhaitent, aller d'un territoire à l'autre pour se prévaloir. Parce que là, vous parlez d'une infolettre, vous parlez d'une invitation à 2 rencontres annuelles, oui. Un service de vigie en relation de thématiques, service de mentorat, on y a fait référence. Dans le fond, de quelle façon, parce que là, j'ai vu que vous avez un site Internet là, qui est montérégiendinfluence.com. Donc, les femmes qui se dirigent vers ce site-là, qui va devenir un portail en tant que tel, c'est ça. dans le fond, pourront retrouver l'information, ils vont pouvoir s'inscrire pour ensuite être en constante communication. Tout à avec fait. Ils le vont réseau. pouvoir aussi voir sur leur territoire, leur MRC, leur municipalité. En fait, ça va être fait de façon géographique, là, tout ce qui se passe de proximité. En même temps, qu'est-ce qui se passe ailleurs aussi, comme je dis, parce que souvent, l'autre chose qu'on voulait faire aussi, c'est qu'en faisant cette veille-là sur le territoire, si on s'est dit qu'on va pouvoir faire aussi des économies d'échelle, donc on va pouvoir peut-être faire des achats de formation à plusieurs pour faire en sorte que ça devienne plus accessible à plus de femmes. Donc, c'est comme on dit, c'est un lieu rassembleur là, où on veut tout rassembler l'information comme une bibliothèque vivante et puis faire en sorte que les femmes et les instances aussi, on veut les sensibiliser à l'utiliser le plus possible. Quand on regarde l'influence des femmes dans notre société au cours des 50 dernières années, le mouvement féministe à une certaine époque, certains pensaient même, on visait un peu la parité dans toutes sortes de choses. Là, on est en 2015 aujourd'hui, on regarde dans des conseils municipaux ou même dans des entreprises, il n'y a pas encore de parité dans les instances décisionnelles. Non. Donc, les femmes ont pris leur place, mais il y a encore bien de la place. Bien, il y a encore de la résistance et de la part des instances et de la part des femmes elles-mêmes, en fait. Donc, on doit travailler sur les deux, sur les deux aspects. Donc, faire en sorte que les femmes se rendent compte des compétences qu'elles ont et qu'elles peuvent vraiment les mettre à profit. Puis, faire aussi auprès des instances, il y a plusieurs études qui sont, qui font état que dès qu'il y a 3 femmes sur un conseil d'administration, il y a une dynamique qui change et qui fait en sorte que les décisions sont plus éclairées et que les organisations deviennent plus performantes. Donc, de faire valoir ça auprès des instances, je pense que c'est encore un besoin. Ce n'est pas tout le monde qui est encore convaincu de ça, malgré les études que Catalyst fait année après année. Mais dans le fond, le réseau que vous mettez en place va permettre, encore une fois, de sensibiliser davantage. Puis, bien, ce réseau-là, en fait, outre le fait qu'on fait un portail aussi, on est en train d'organiser, en fait, une tournée sur les territoires. Donc, le Centre de femmes va être responsable d'organiser une tournée dans les 9 MRC pour faire valoir ce projet-là. Donc, c'est à la fois un projet de sensibilisation, puis aussi de ressourcement de part et d'autre pour les femmes et les instances. Bon. Ce dimanche, 8 mars, Journée internationale des femmes. Il y a toujours votre activité annuelle qui se tient à 14h au Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean. Qu'est-ce qui va se passer dimanche qui vient? Bon, alors, notre tradition annuelle depuis quelques années, c'est qu'on dévoile la personnalité féminine de l'année. Donc, il y a 2 concours qui ont eu lieu cet automne, donc des appels de candidature pour la personnalité féminine et aussi pour la bourse Carrie Derek qui va être décernée par Mme Sanson, qui est députée provinciale d'Iberville. Donc, ça, c'est une tradition qu'on a commencé avec Mme Bouillet qui s'est poursuivie. Donc, c'est le dévoilement pour ces 2 concours-là durant la journée. Puis, bien sûr, c'est toujours un moment qu'on veut festif, mais aussi un moment où on fait le bilan des avancées et des reculs. Puis on voit que dans les journaux, ces temps-ci, avec les mesures d'austérité, les femmes ont peut-être un petit peu plus de recul que d'avancées. Donc, on essaie quand même d'être confiante, de ne pas se laisser abattre par cette morosité-là et de faire en sorte qu'on puisse quand même célébrer, l'apport des femmes dans la société. Puis, pour l'animation, on a 2 jeunes artistes de la région, qui est Evelyne Ménard et Véronique Brisebois, qui sont 2 musiciennes conteuses qui s'inspirent de la tradition, de contes traditionnels, chansons traditionnelles, mais qui remanient le tout de façon contemporaine. Donc, ils vont venir animer notre événement. Puis aussi, on est à la veille, on est dans les préparatifs de la Marche mondiale 2015.
Alors, on invite les gens, en fait, à venir célébrer avec nous, prendre un verre de vin, et il y aura des petites bouchées des 5 continents pour faire l'envoi de la Marche mondiale 2015. Est-ce qu'on connaît les candidates qui sont en lice pour la personnalité féminine et la bourse? On les connaît et elles seront dévoilées Le jour même. le jour même, oui. Suspense. Un petit suspense encore? Ouais. Vous en avez combien? Ah, 2, secret. 3? Ça aussi, c'est un secret? C'est On un peut même secret. pas aller là? Et non, Bon. c'est un secret. On veut un garder secret. le suspense jusqu'à la Bon. fin. Donc, c'est dimanche, 14h au Cabaret Théâtre. Est-ce qu'il y a un coût d'entrée? C'est ouvert à tous? Oui, en fait, on a déjà des billets en pré-vente à 15 pour les gens qui veulent s'en procurer avant la journée même, et le prix sera de 20 à l'entrée du Cabaret Théâtre. Puis ça inclut un verre de vin, et les petites bouchées et l'animation. Madame Marcotte, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Bavière quotidien. Complicité et guide de loisirs, 2 publications de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Soit à vos portes ou sur le web, vous avez les adresses Internet pour y aller directement. À chaque semaine, on vous présente des extraits du Conseil. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Nous, on fait la captation le premier et le 3e lundi du mois. Et les 2 mercredis suivants, on subdivise le Conseil en 2 émissions en vous présentant des extraits. Tous les dimanches matins, Télébingo, 3 500 $ en prix, carte pleine à 2 000, 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets un peu partout sur le territoire où l'on diffuse. Pour avoir la liste, tvhr9.com ou 358-1912. Pour nous joindre, voici les coordonnées de la télévision du Richelieu. Pour me joindre directement par courriel, Éric Latour en un mot, à commercial-tvhr9.com. Et bien sûr, l'émission que vous regardez en ce moment est diffusée du lundi au vendredi, 10h, 17h, 23h, 1h30 la nuit. Et on rappelle également le dimanche entre 16 et 18h30. Le prochain rendez-vous, c'est bien sûr demain. Bye-bye.